Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 14 janvier et à la une de ce journal, le président du conseil départemental a présenté ses vœux pour la nouvelle année devant un parterre d'invités. Lui qui passera le relais dans quelques semaines s'est attardé sur le bilan des 6 dernières années. Un bilan qu'il juge sans surprise positif. Swabahatdine Ibrahim Ramadani ne manque d'ailleurs pas d'ambition pour l'avenir de l'île, même s'il est conscient des défis surmonter. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Réunis sur le parking du cinéma Al Pajo, le gratin de la politique locale venait assister aux vœux du président Swabahatdine Ibrahim Ramadani. Tout le long de son discours, le président du conseil départemental n'a cessé de défendre son bilan en une année difficile due au contexte sanitaire où il s'est battu sur plusieurs fronts. D'abord sur le front sanitaire, par l'achat des millions et des millions de masques distribués gratuitement à la population. Sur le front économique, où nous avons débloqué plus de 14 millions d'euros en l'endroit des entreprises fortement impactées par cette pandémie. Et enfin sur le front social, où nous avons été conduits à distribuer plusieurs milliers de colis alimentaires en direction de nos populations les plus démunies. Swabahatdine Ibrahim Ramadani ne compte pas rester les bras croisés. Durant les prochaines semaines, il devrait être préoccupé par la sélection des architectes qui dessineront les contours des grands bâtiments du conseil départemental. Le bâtiment des affaires régionales qui sera construit à côté, la cité administrative à vocation départementale qui sera à Coconi, la salle polyvalente qui sera à Ouangani, le centre de formation des sportifs de haut niveau qui sera à Mirereni de Chirongi et les archives départementales, la documentation scientifique qui sera implantée à Mroale dans la commune de Tsingoni. Le président a affirmé la volonté d'équilibrer l'emplacement de ses ouvrages afin de ne pas tout centraliser à Mamoudzou. À mettre quelques mois de la fin de son mandat, il met fin au suspense concernant sa candidature lors des prochaines élections départementales. Je ne serai pas candidat à ma propre succession. En revanche, je suis disponible pour faire profiter à toutes celles et à tous ceux qui me le demandent de mon expérience de 6 années de gestion de ce territoire. Le président du conseil départemental espère désormais que Mayotte ne ratera pas les rendez-vous du projet gazier au Mozambique et les Jeux des îles de l'océan Indien. Il aura conclu par le vœu de voir les Mahorais retrouver la sérénité qu'ils ont perdue en cette toute nouvelle année. Et avant ces vœux, la matinée a été marquée par les événements dans le centre de l'île. Le village de Kahani a été une nouvelle fois le théâtre de violences. Tôt ce matin, des dizaines de délinquants, le visage masqué et armés de pierres, ont attaqué des élèves devant le lycée professionnel. Les gendarmes ont dû intervenir en nombre pour ramener le calme. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place, compte rendu. La tension n'était toujours pas retombée en fin de matinée, la faute à des délinquants toujours cachés autour de Kahani. Tout avait pourtant commencé autour de 6 h ce matin, avec l'arrivée de dizaines de personnes armées, prêtes à en découdre. 50, à peu près 50. Ils étaient nombreux. Ils étaient armés? Ouais, armés de cailloux, de machettes. Ils étaient aussi cagoulés, tout ça. Des pierres sont lancées, des poubelles brûlées. Leur cible, des élèves réunis aux abords du lycée et du hub de transport scolaire de Kahani. Selon plusieurs témoins, l'attaque serait liée à une rivalité entre jeunes de communes voisines. C'est des gens de Komani, leur cible c'est les gens de Mirereni. Parce qu'il y avait déjà des conflits dans leur village. Là après, comme il y a des gens de Mirereni qui étudient dans le lycée de Kahani, donc ils sont venus les tabasser directement ici. Les violences comme celles de ce jour ne sont pas rares à Kahani, un phénomène qui serait lié au hub de transport scolaire. Oui, parce que c'est là où tous les élèves se retrouvent ici, au lycée de Kahani. Il y a beaucoup d'élèves venant au sud, au nord, est, ouest qui se rassemblent ici. C'est pourquoi il y a toujours de violence. Les gendarmes ont dispersé les assaillants à coups de grenades lacrymogènes. Selon leur bilan établi en fin de matinée, 2 personnes ont été interpellées et aucun blessé n'est à déplorer.
À midi, les habitants sous le choc reprenaient peu à peu le cours de leur vie. Et ce matin, nous recevions le recteur Gilles Albou qui a fait le point sur la rentrée scolaire, mais également sur les grands objectifs de 2021. Augmentation de l'offre de formation, construction scolaire, sécurisation des établissements, création de la Dragesse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail ne manque pas. Le tout dans un contexte qui reste marqué par la pandémie de Covid-19. Quoi qu'il en soit, le chef de file de l'éducation à Mayotte se veut toujours aussi optimiste et déterminé. Au montage, Leslie. Depuis lundi, les 5000 élèves de Lille ont repris le chemin des classes. Pour le recteur, cette nouvelle année civile est l'occasion d'accélérer les nombreux projets en cours, un an tout juste après la création du rectorat de plein exercice. On est pour 2021 sur des vœux d'optimisme et des vœux d'optimisme militants. Voilà. Je précise, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on est aussi dans une réforme de l'organisation territoriale de l'État, avec la mise en place de la Dragesse, donc la partie jeunesse, engagement, sport, qui va être maintenant, on va dire, dans le périmètre du rectorat. Alors c'est surtout, on va dire, une opportunité d'avoir, on va dire, dans un même ensemble, tout ce qui va concerner l'éducation au sens large. L'éducation nationale, évidemment, et puis l'éducation populaire, l'engagement pour les jeunes et le sport. Le sport qui à Mayotte est beaucoup une affaire de jeunes, évidemment. Et dans l'organisation territoriale de l'État, à partir du 1er janvier, nous avons aussi, nous récupérons la compétence recherche et innovation. Cette dernière compétence, jusqu'à l'heure détenue par la Réunion, va désormais être pilotée directement par le rectorat. Si les projets sont donc nombreux pour offrir à la jeunesse de Lille une éducation de qualité, plusieurs freins subsistent. C'est le cas de la pandémie, mais aussi et surtout de l'insécurité. Comme on l'a toujours fait, on surveille, on isole les personnels qui sont à risque, contact à risque, et on désinfecte évidemment les écoles quand il le faut, et pour l'instant on le fait. Et puis le deuxième point de vigilance, évidemment, sont les violences. On a eu quelques alertes dans le Nord aujourd'hui sur le hub de Kahani, et là partout la gendarmerie est présente, nos équipes aussi, et on contient ces événements comme on l'a fait, et ce sont les deux points de vigilance de la rentrée. Autre frein de taille, la surpopulation dans les établissements scolaires de Lille. Néanmoins, les projets de construction de 4 lycées, 8 collèges et 6 cuisines centrales avancent bon train et devraient être livrés dans les temps. Alors déjà, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a tous les bâtiments provisoires, alors c'est du beau provisoire qu'on a construit. J'ai dit 2000 places construites en 13 mois. Tout n'est pas encore fini, je crois qu'on est en train de livrer les derniers là dans les jours qui viennent. C'est un point important. Et puis après, il y a toutes les constructions avec des livraisons, on va dire, qui vont commencer à arriver entre 2022 et 2025. On n'a pas pris de retard, donc on est dans les temps. On est toujours dans les temps. Ne prendre de retard sur aucun objectif en avançant avec optimisme et détermination. Voilà les vœux pieux du recteur pour cette nouvelle année qui débute. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment un nouveau directeur de cabinet pour Gilles Albou, ou encore une synthèse de l'INSEE qui rappelle les difficultés du territoire. Au montage, Leslie. Après le départ de Didier Corré, le rectorat de Mayotte se cherchait un nouveau directeur de cabinet. Il vient de le trouver en la personne de Martin Merrier. Entre 2015 et 2020, ce proche de Jean-Yves Le Drian a officié en tant que vice-président du Conseil régional de Bretagne, chargé de l'économie et de l'innovation. Il avait démissionné en juin dernier pour suivre sa conjointe mutée vers l'île aux Lagons. À 27 ans, il devient donc le bras droit de Gilles Albou et l'un des hommes forts de l'éducation à Mayotte. Un nouveau poste à responsabilité qui ne devrait pas l'effrayer. En effet, à 19 ans, il était déjà attaché parlementaire du sénateur socialiste Jackie Lemaine. 3 ans plus tard, il devenait assistant parlementaire de la députée européenne Isabelle Thomas et occupait les fonctions de directeur de cabinet. Il ne nous reste donc qu'à lui souhaiter caribou et bon courage face aux différents défis qui l'attendent à Mayotte en matière d'éducation et de prise en charge de la jeunesse. L'INSEE vient de mettre en ligne une synthèse sur la population mahoraise et son niveau de vie.
On apprend ou réapprend que 77% de la population mahoraise vit sous le seuil de pauvreté. La moitié de l'île vit avec moins de 3 140 € par an contre 21 000 € en métropole. Sur 256 500 habitants, 22 500 sont au chômage, ce qui représente 30% de la population de l'île. Par ailleurs, 2/3 des entreprises de Mayotte sont informelles. Leurs employés ne sont donc pas déclarés. Le PIB par habitant est le plus faible de France avec une moyenne de 9 380 € par an contre 28 358 € en métropole. La situation s'explique aussi par une démographie exponentielle. La population augmente de 3,8% par an depuis 2012 et le nombre d'enfants par femme est quasiment de 5. L'âge moyen des Mahorais est seulement de 23 ans contre 41 ans en métropole. L'immigration joue un rôle très important dans ces chiffres puisque 7 bébés nés à Mayotte sur 10 le sont d'une mère comorienne. Le 4 septembre dernier, les partenaires sociaux représentés par les organisations syndicales de salariés FO, CFE-CGC, CFDT et le MEDEF signaient un accord professionnel. Ce dernier est relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport scolaire à Mayotte. Ce document initié par le préfet avait permis de mettre fin à un conflit social débuté par les salariés de Matisse. Une victoire pour les syndicats qui dépasse le seul cadre de l'île. En effet, l'accord professionnel a fait l'objet d'une extension par la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et la ministre de la Transition écologique. Un arrêté publié le 8 janvier 2021 au journal officiel établit que les dispositions de l'accord du 4 septembre sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale. L'accord est étendu sous réserve que le consentement du salarié s'impose avant tout transfert. Et à noter que Martin Merrier n'a pas 27 mais 30 ans. Un mot de sport, dimanche aura lieu l'élection du président de la Ligue de football de Mayotte. Un mandat de 4 ans est en jeu alors que depuis 2012, la présidence est assurée par Mohamed Bouana Riziki. Ce dernier est de nouveau candidat et fera face à la liste Nouvel Élan pour l'avenir du foot à Mayotte. Ce matin, nous recevions des membres de cette opposition qui entend bien réformer le football local en accompagnant les clubs. Je propose de les écouter. À la différence également aussi de la liste d'en face, aujourd'hui, la difficulté, parce que j'ai été quand même président des clubs pendant plus de 4 ans, je connais la difficulté des clubs mahorais, ou des associations en tout cas. La plus grande difficulté, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, aujourd'hui, les petits clubs n'ont aucun moyen de survie. Les grands clubs tels que FCM, Rosador, ils arrivent avec des partenariats à droite privée à voir s'en sortir. Aujourd'hui, la nouvelle équipe que nous voulons mener, nous allons mettre en place en tout cas une vraie politique d'accompagnement de ces clubs. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels à projets qui sortent de la préfecture, de la sécurité sociale, autres. Et malheureusement, pour des raisons qu'on peut, de nos formations par exemple, ces petits clubs ne peuvent pas prétendre ou ne répondent pas à ces appels à projets. Eh bien, nous allons mettre en place un accompagnement avec un chargé de développement qui sera là pour accompagner. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur